Pendant 15 ans, il a cru que sa fille était morte, jusqu'à ce qu'il trouve des documents secrets. Quand la vérité a éclaté, tout le pays a été sous le choc. Un père célibataire désespéré apprend la vérité choquante sur son ex-femme et appelle la police. Avant de commencer, la semaine dernière, la chaîne Spirituelles Histoires a touché le cœur de plus de 30 personnes. N'oubliez pas d'indiquer dans les commentaires depuis quel pays vous nous regardez. Si vous êtes prêts, commençons notre histoire. Marc Lefebvre, fixant le papier jaune qui allait décider de son sort, froissa la vie d'expulsion entre ses mains sans émotion. À 38 ans, sa vie en était là. Des cartons éparpillés dans son petit appartement lyonnais, les outils de son atelier de mécanique couverts de poussière et les créanciers lui soufflant dans le cou comme des vautours. 15 ans, marmonna-t-il en scotchant une autre boîte en carton. 15 ans à peine à garder la tête hors de l'eau. Le soleil de l'après-midi projetait de longues ombres à travers les fenêtres sales, tandis que Marc triait méthodiquement ses affaires. Chaque objet racontait une histoire de lutte, de factures impayées, de avis de paiement en retard et de lente détérioration d'un homme qui avait autrefois cru au rêve américain. C'est en vidant le placard qu'il le trouva. Caché derrière une pile de vieilles chemises de travail, il y avait une petite boîte en bois qu'il ne reconnaissait pas. Ses doigts burinés effleurèrent les sculptures complexes sur sa surface avant de soulever le couvercle. À l'intérieur, des documents jaunis gisaient pliés sous une couche de poussière qui suggérait des années d'abandon. Marc eut le souffle coupé lorsqu'il déplia le premier papier. Des relevés bancaires, des dossiers médicaux, tous au nom de son ex-femme Élise, tous datés d'il y a 15 ans, l'époque où leur monde s'était effondré. Ses mains tremblaient tandis qu'il étalait les documents sur la table de la cuisine. Là, parmi les factures médicales de l'hôpital où leur fille était née et était censée être morte, il y avait quelque chose qui le fit se sentir glacé. Un reçu de dépôt bancaire, 150 000 $, déposé 2 jours seulement après les funérailles de leur bébé. Marc fixa les chiffres jusqu'à ce qu'ils deviennent flous. Elena travaillait à temps partiel dans un café à l'époque. Lui, il était apprenti mécanicien et gagnait à peine le salaire minimum. Ils avaient du mal à payer leurs courses, sans parler d'accumuler une telle somme. « D'où ça peut bien venir ?» murmura-t-il dans l'appartement vide. Les souvenirs lui revinrent comme un barrage qui cède. L'insistance d'Élise pour qu'il attende dehors pendant l'accouchement. L'annonce solennelle du médecin que leur fille n'avait pas survécu. Les funérailles à cercueil fermé qu'Élise avait organisées alors qu'il était assis, sous le choc et en deuil. Il n'avait jamais remis cela en question, n'avait jamais pensé à interroger la femme qu'il aimait, la mère de son enfant, pendant le moment le plus sombre de leur vie. Mais maintenant, en regardant cette somme d'argent impossible, des questions explosaient dans son esprit comme un feu d'artifice. Des questions qui lui donnaient des nausées et faisaient battre son cœur à toute vitesse à l'idée d'une possibilité terrible qu'il n'osait pas exprimer. Marc attrapa son téléphone avec les doigts tremblants. Il devait connaître la vérité, même si cela devait le détruire. Marc ne put fermer l'œil de la nuit. Le relevé bancaire était posé sur sa table de chevet comme une preuve irréfutable, ses chiffres brillant dans son esprit chaque fois qu'il fermait les yeux. À l'aube, il avait pris sa décision. Il devait voir Elena. Mais d'abord, les souvenirs devaient être honorés, comme il se devait, 15 ans plus tôt. « Marc, tu sens ça ?» avait ri Elena en pressant sa paume contre son ventre rond. Enceinte de 7 mois, elle rayonnait de cette beauté éthérée propre aux femmes enceintes. « Elle va être footballeuse, je te le jure. » Ils étaient si jeunes, si pleins d'espoir. 23 et 25 ans, ils avaient plusieurs boulots pour économiser en vue de l'arrivée de leur fille. Élise avait peint la chambre d'enfant d'un jaune pâle, ne voulant pas connaître le sexe avant la naissance. « Les surprises sont plus magiques », avait-elle insisté. La nuit où Élise avait commencé le travail, tout avait semblé anormal dès le début. « Tu dois rester dans la salle d'attente », lui avait-elle dit à l'hôpital, le visage pâle de douleur. « Je ne veux pas que tu me vois comme ça, Marc. Promets-moi. » Il avait fait les 100 pas dans cette salle d'attente pendant 8 heures, usant le linoléum, tandis que d'autres pères allaient et venaient avec des cigares pour fêter l'événement. Quand le docteur Harrison est enfin sorti, son regard a tout dit à Marc. « Je suis vraiment désolé, monsieur Lefebvre, on a fait tout ce qu'on a pu. » Ces mots l'ont frappé comme un coup de poing. « Je peux la voir ?» Votre femme a demandé que le cercueil reste fermé. Le traumatisme de l'accouchement. Parfois, il vaut mieux se souvenir de la grossesse, pas des conséquences. Marc était trop dévasté pour discuter, trop brisé pour se demander pourquoi Élise avait organisé seule les funérailles alors qu'il était assis dans leur chambre d'enfant vide, fixant le berceau qu'il n'utiliserait jamais. Aujourd'hui, Marc se secoua pour sortir de sa douleur et attrapa sa veste. Élise s'était remariée 2 ans après leur divorce. Il avait appris par des amis communs qu'elle s'était plutôt bien débrouillée. Richard Moreau, une sorte d'homme d'affaires issu d'une vieille famille lyonnaise. L'adresse n'était pas difficile à trouver.
La place Moreau se dressait à Montmartre comme un monument à la richesse, son architecture victorienne raillant la vieille camionnette de Marc alors qu'il se garait de l'autre côté de la rue. À travers les grilles en fer forgé, il pouvait voir Élise dans le jardin. Même de loin, la transformation était surprenante. La serveuse de café avec ses vêtements d'occasion et ses rêves plus grands que son compte en banque avait disparu. Cette femme était habillée de vêtements de marque. Ses cheveux blonds étaient parfaitement coiffés et elle dirigeait une équipe de jardiniers avec l'autorité désinvolte de quelqu'un habitué à être obéi. Le téléphone de Marc vibra. C'était un texto de sa belle-sœur Isabelle, l'ancienne détective qui avait toujours eu des soupçons à l'égard d'Élise. « J'ai trouvé quelque chose d'intéressant sur ce médecin. Harrison fait beaucoup de visites à domicile chez des familles très riches. Officiellement, il dirige une clinique de fertilité maintenant. » Alors que Marc lisait le message, Élise se tourna vers le portail. Leurs regards se croisèrent à travers la pelouse impeccablement entretenue, et pendant un instant, le temps s'arrêta. Il vit la reconnaissance éclairer son visage, rapidement remplacé par autre chose. La peur. Élise dit quelque chose d'aigu au jardinier et se dirigea d'un pas vif vers la maison, mais pas avant que Marc ne remarque la tension indéniable dans ses épaules. La façon dont ses mains se serraient en poing le long de son corps, cette femme qui avait autrefois sangloté dans ses bras à cause de la perte de leur fille, semblait maintenant avoir vu un fantôme. Et peut-être que c'était le cas, pensa Marc avec amertume en démarrant son camion. Elle en avait vu un. Le gala de charité de l'hôpital pour enfants Sainte-Catherine bourdonnait de l'élite de Lyon, les verres en cristal tintant, tandis que l'argent de l'industrie pharmaceutique se mêlait aux vieilles fortunes familiales. Marc se sentait comme un loup dans la bergerie, vêtu de son seul bon costume. Mais Isabelle avait insisté sur le fait que c'était leur meilleure chance d'approcher Élise en terrain neutre. « Là-bas », murmura Isabelle en désignant la scène des enchères, « ton ex-femme est devenue une vraie philanthrope. » Élise se tenait sur l'estrade dans une superbe robe émeraude qui avait probablement coûté plus cher que ce que Marc gagnait en 6 mois. Elle rayonnait en souriant à la foule et en parlant de l'aide aux enfants dans le besoin. Sa voix avait la même sonorité musicale qui lui avait autrefois murmuré de doux rêves à l'oreille. « Mesdames et messieurs, grâce à vos généreux dons, nous avons récolté plus de 2 millions de dollars ce soir pour les enfants qui ont désespérément besoin de notre aide. » Les applaudissements étaient tonitruants. Marc la regarda s'incliner gracieusement. Elle incarnait la parfaite épouse de la haute société. Richard Moreau rayonnait de fierté depuis son siège au premier rang, ses cheveux argentés et son costume chic montrant qu'il n'avait jamais connu le besoin. Alors que la foule se dispersait pour prendre l'apéro, Marc passa à l'action. Il s'approcha lentement, laissant Élise le voir arriver. Son sang se mit à bouillir. Elle sentit son cœur s'emballer. Elle avait passé toute la journée à se préparer pour ce moment. Elle avait passé des heures à s'habiller, à se maquiller, à se coiffer. Elle avait passé des heures à s'entraîner à dire bonjour à Marc. Elle avait passé des heures à répéter ce qu'elle allait lui dire. Elle avait passé des heures à imaginer comment il allait réagir. Elle avait passé des heures à imaginer comment elle allait réagir. Élise. Elle se ressaisit instantanément, son sourire habituel reprenant sa place. Marc, quelle surprise. Sa voix portait jusqu'aux invités voisins, chaleureuse et accueillante. Tout le monde, je vous présente Marc Lefebvre, un vieil ami. Le mot « ami » la piqua, mais Marc joua le jeu. Félicitations pour la collecte de fonds. Très impressionnant. Richard et moi croyons qu'il faut donner en retour. Elle toucha le bras de son mari d'un geste possessif. N'est-ce pas, chérie ? Richard tendit une main manucurée. Tous les amis d'Élise sont les bienvenus ici. Dans quoi tu travailles, Marc ? Je suis mécanicien. Les mots restèrent suspendus dans l'air comme une confession d'inadéquation. Le rire d'Élise résonna comme du verre brisé. Oh, Marc a toujours été si pratique. Isabelle apparut à côté de Marc. Son instinct de détective était toujours aussi affûté malgré sa retraite. Elle étudia Élise avec l'intensité d'un chasseur évaluant sa proie. « Je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer que votre association caritative se concentre sur les soins aux nourrissons. C'est un travail très noble. » Quelque chose brilla dans les yeux d'Élise. « Eh bien, ayant moi-même perdu un enfant, je comprends l'importance de soins médicaux appropriés pour les nouveau-nés. »« Oui, » dit Marc doucement. « Je me souviens à quel point nous étions tous les deux dévastés. C'est étrange cependant. Je fouillais dans de vieux papiers récemment et j'ai trouvé des documents intéressants de cette époque. » Le verre de vin d'Élise s'arrêta à mi-chemin de ses lèvres. Des documents ? Des documents financiers, des relevés bancaires, des dépôts assez importants. Je ne comprenais pas pourquoi Élise avait pâli, même si elle s'était empressée de le cacher en prenant une longue gorgée de vin. Marc, c'était une période tellement traumatisante. Honnêtement, je ne me souviens pas beaucoup des finances. Richard s'occupe de tout ça maintenant, mais Isabelle observait tout le temps. Plus tard, elle racontera à Marc comment les pupilles d'Élise s'étaient dilatées, comment sa respiration s'était accélérée, comment elle avait touché sa gorge. Des signes classiques de tromperie.
Bien sûr, Marc a répondu. Le deuil nous affecte tous différemment, c'est certain. La voix d'Élise avait pris un ton plus aigu. Certaines personnes avancent. D'autres, tandis que d'autres restent coincés dans le passé, l'avertissement était clair, délivré avec un sourire qui n'atteignait jamais ses yeux. Autour d'eux, l'élite de Lyon poursuivait ses conversations sur les résidences secondaires et les déductions fiscales pour dons caritatifs, inconsciente de la tension qui régnait entre l'ancien couple. Élise, ma chérie, une femme en perles, s'approcha d'eux. « Tu dois absolument parler au Vanderbilt de ton travail avec le docteur Harrison. C'est un homme formidable. » Marc sentit Isabelle retenir son souffle à côté de lui. Le masque d'Élise glissa à nouveau, juste un instant. Le docteur Harrison, le médecin qui avait mis leur fille au monde, le médecin qui leur avait annoncé sa mort, le médecin qui était apparemment toujours très présent dans la vie d'Élise. Marc était en train de déverrouiller son camion quand Élise apparut à côté de lui dans le parking faiblement éclairé. La gracieuse maîtresse de maison de l'étage avait disparu. Les yeux de cette femme reflétaient le calcul froid d'un prédateur. « On doit parler », dit-elle d'une voix dénuée de tout artifice. J'espérais qu'on pourrait le faire. Élise rit, mais il n'y avait aucune trace d'humour dans sa voix. Non, Marc, tu ne comprends pas. Cette conversation s'arrête ici, ce soir. Le parking résonnait de leurs pas alors qu'elle s'approchait. Sous la lumière crue des néons, Marc pouvait voir, au-delà du maquillage de luxe, quelque chose de plus dur. Quelque chose qui avait peut-être toujours été là, mais que l'amour lui avait rendu invisible. Ces documents dont tu as parlé, je te suggère de les oublier. Élise, je veux juste comprendre. Sa voix se brisa comme un coup de fouet. Que j'ai construit une vie, que j'ai bien marié, que je ne suis plus la petite serveuse fauchée qui pleure sur un bébé mort. La cruauté désinvolte de ces mots frappa Marc comme un coup physique. C'est de notre fille dont tu parles. Notre fille est morte, Marc. Elle est morte depuis 15 ans. Ce dont je parle, c'est de mon avenir, de ma réputation, de mon mariage avec un homme qui peut m'offrir la vie que je mérite. Élise s'approcha et Marc sentit une odeur de parfum cher mélangée à quelque chose d'autre. Du désespoir peut-être, ou de la peur. Tu as toujours été faible, continua-t-elle, contente de réparer des voitures et de vivre au jour le jour. J'avais besoin de plus, j'ai obtenu plus. D'où vient cet argent, Élise? Les 150 000 $. Son visage devint complètement immobile. Pendant un instant, le seul bruit était le bruit lointain de la circulation dans la rue au-dessus. Je ne sais pas de quel argent tu parles. Le dépôt 2 jours après les funérailles. Le rire d'Élise était si aigu qu'il aurait pu briser du verre. Tu délires. Le deuil fait ça aux gens, Marc. Ça les fait voir des complots là où il n'y a que tragédie. Elle fouilla dans son sac à main et en sortit son téléphone. J'ai de très bons avocats maintenant. D'excellents avocats. Le genre qui se spécialise dans les ordonnances restrictives et les affaires de harcèlement. Je ne harcèle personne. Je pose des questions sur ma fille. Ta fille est décédée. Les yeux d'Elena Nena étaient glacés. Et si tu continues avec ce rêve pathétique, si tu continues à nous embêter, moi ou ma famille, je te détruirai. Tu me comprends? J'ai des ressources maintenant, des relations. Je peux te rendre la vie très, très difficile. Marc fixa la femme qu'il avait autrefois aimée, la voyant clairement pour peut-être la première fois. Que t'est-il arrivé? J'ai grandi. Le sourire d'Elena était mince comme une lame de rasoir. Je te suggère de faire de même. Passe à autre chose. Trouve une autre pauvre fille avec qui réparer des voitures, mais reste loin de moi. Reste loin de Richard et reste loin de ma vie. Elle se retourna pour partir, puis s'arrêta. Oh, et Marc, si tu penses aller voir la police avec ta petite théorie du complot, n'en parle pas. Qui croirait-il? Un mécanicien rancunier ou un membre respecté de la Lyon qui a donné des millions à des associations caritatives pour enfants? Ses talons claquaient sur le béton alors qu'elle retournait vers l'ascenseur, laissant Marc seul avec la certitude grandissante que la femme avec laquelle il avait pleuré n'était pas la même femme qui venait de le menacer, et que peut-être, juste peut-être, elle ne l'avait jamais été. La table de la cuisine d'Isabelle ressemblait à un tableau de preuve d'un détective le mardi matin. Des relevés bancaires, des dossiers médicaux et des coupures de journaux recouvraient chaque centimètre carré de la surface en bois usé, relié par une ficelle rouge comme le rêve fiévreux d'un adepte des théories du complot. « Regarde ça », dit Isabelle en poussant son ordinateur portable vers Marc. « Le docteur Harrison n'a pas simplement ouvert une clinique de fertilité après la naissance de ta fille. Il a ouvert la clinique de fertilité la plus chère de Nouvelle-Angleterre. » Marc étudia les photos du site web. Sols en marbre, lustres en cristal, personnel et blouses de chirurgiens griffés. Cet endroit ressemble à un hôtel 5 étoiles parce qu'il accueille des gens qui ont un budget 5 étoiles. Isabelle ouvrit un autre onglet. Sa liste de clients ressemble au who's who de la société lyonnaise. Les Vanderbilt, les Cabit, 3 magnats de l'industrie pharmaceutique, et devine qui siège à son conseil d'administration? Marc sentit son estomac se nouer. Richard Moreau. Le mari d'Élise finance les activités de Harrison depuis plus de 10 ans.
Ils ne sont pas seulement liés. Marc, leur partenaire. Le café dans la tasse de Marc était froid, mais il ne s'en rendait pas compte. On doit lui parler. J'ai déjà essayé de l'appeler. Sa réceptionniste dit qu'il est complet pour les 3 prochains mois. Le sourire d'Isabelle était prédateur, mais j'ai une meilleure idée. 1 heure plus tard, Marc se retrouva dans un costume inconfortable, tenant la main d'Isabelle alors qu'il s'approchait du comptoir d'accueil rutilant de Harrison Fertility Solutions. Isabelle s'était transformée en parfaite femme au foyer désespéré. Sac à main de créateur, Mac. 1 heure plus tard, Marc se retrouva dans un costume inconfortable, tenant la main d'Isabelle alors qu'il s'approchait du comptoir rutilant de la réception de Harrison Fertility Solutions. Isabelle s'était transformée en parfaite femme au foyer désespéré. Sac à main de créateur, maquillage subtil, alliance qui brillait juste comme il fallait. « Nous sommes les Michalelson », dit Isabelle à la réceptionniste avec un désespoir bien rodé. « Nous essayons depuis 5 ans, l'argent n'est pas un problème. » L'attitude de la réceptionniste passa immédiatement d'une distance polie à une préoccupation chaleureuse. « Bien sûr, Madame Michalelson, le docteur Harrison prend toujours le temps de recevoir les couples dans votre situation. Laissez-moi voir ce que je peux faire. » 20 minutes plus tard, ils étaient assis en face du docteur Harrison dans son bureau au panneau de bois d'acajou. L'homme avait bien vieilli, cheveux argentés, costume cher, l'assurance qui va avec une fortune considérable. Mais lorsque Marc mentionna qu'ils avaient été recommandés par Élise Moreau, quelque chose changea dans l'expression du médecin. « Ah oui, Élise, une femme formidable, très dévouée à aider les familles dans le besoin. Elle m'a dit que vous l'aviez aidée à traverser une période difficile, » dit Isabelle avec précaution. « Une perte, je crois, » répondit Harrison en tapotant son bureau. « Le secret professionnel m'empêche de parler de cas spécifiques, vous comprenez ? » « Bien sûr, » répondit Marc. « C'est juste qu'Élise a tellement vanté votre discrétion. Elle avait dit « Vous comprenez que certaines situations nécessitent un traitement spécial. » La température dans la pièce sembla baisser de 10 degrés. Le sourire professionnel de Harrison ne faiblit pas, mais son regard était devenu froid. « Je ne suis pas sûr de ce que vous insinuez, monsieur Michalelson. Vraiment ? Nous recherchons simplement le même type de soins spécialisés qu'Élise a reçus, » insista Isabelle. « Le genre de soins qui garantissent les meilleurs résultats possibles, quelles que soient les circonstances. » Harrison se leva brusquement. « Je pense qu'il y a eu un malentendu. Mon cabinet fonctionne selon les normes médicales et éthiques les plus strictes. Si vous cherchez autre chose, je vous suggère de chercher ailleurs. » Alors qu'ils étaient escortés vers la sortie par la sécurité, Marc aperçut Harrison qui cherchait son téléphone avec les mains tremblantes. Il appelait quelqu'un et Marc avait une assez bonne idée de qui. Le téléphone d'Isabelle sonna à 6 heures du matin, tirant Marc d'un sommeil réparateur, le premier qu'il ait eu depuis des semaines. Il pouvait entendre sa voix professionnelle dans la chambre d'amis où il dormait depuis l'expulsion. « Quand ? Combien ? J'arrive tout de suite. » Elle apparut dans l'embrasure de la porte, entièrement habillée, son instinct de détective l'ayant mise en état d'alerte. « Lève-toi, on va au centre-ville. » « Que se passe-t-il ? J'ai appelé mon ancien partenaire de la police de Lyon au sujet d'Harrison. Il s'avère qu'on n'est pas les premiers à se poser des questions sur sa pratique. » Le commissariat bourdonnait d'activités matinales lorsque le détective Ray Mercier les conduisit dans une salle de conférence. Marc reconnut immédiatement le type. Un flic qui en avait trop vu, mais qui s'en souciait encore assez pour en perdre le sommeil. « Ton timing est intéressant, » dit Mercier en étalant des dossiers sur la table. « On enquête discrètement sur Harrison depuis 6 mois. On a commencé quand la famille Morrison s'est manifestée. » Il ouvrit le premier dossier, révélant des photos d'un jeune couple. Tom et Claire Morrison ont perdu leur fils lors de l'accouchement à la clinique Harrison il y a 3 ans. Cercueil fermé, crémation rapide, tout a été pris en charge par la clinique. Ça te dit quelque chose ? Marc sentit son sang se glacer. Qu'est-ce qui les avait rendus méfiants ? Claire avait vu son fils mort dans un parc à Versailles. Il avait 3 ans, une tache de naissance distinctive sur le cou, la même couleur d'yeux inhabituelle. Quand elle s'était approchée, la nounou avait attrapé l'enfant et s'était enfuie. Isabelle se pencha en avant. « Tu as vérifié ça ? » On a essayé. La famille qui avait l'enfant a immédiatement fait appel à un avocat. Des avocats influents, du genre à faire disparaître les affaires. Mais Claire Morrison n'est pas la seule. Mercier a ouvert d'autres dossiers. Jessica Chen, 2019, David Rodriguez, 2021, Amanda Foster, 2020. Toutes les années sont différentes, mais l'histoire est toujours la même. Accouchement difficile, bébé déclaré mort, cercueil fermé, crémation précipitée, toutes des familles pauvres qui ne pouvaient pas se permettre de poser trop de questions. « Combien ?» murmura Marc. « Combien ? Toutes les années sont différentes, mais c'est toujours la même histoire. Des accouchements difficiles, des bébés déclarés morts, des cercueils fermés, des crémations précipitées, toutes des familles pauvres qui n'avaient pas les moyens de poser trop de questions. « Combien ?» murmura Marc. « À notre connaissance,
8 familles au cours des 5 dernières années. Mais Harrison exerce depuis 15 ans et ses dossiers ne remontent que jusqu'à cette date. La pièce tournait autour de Mark. 8 familles, 8 enfants volés à leurs parents qui les pleuraient comme s'ils étaient un mort. Il y a plus, continua Mercier d'un air sombre. On a fait quelques recherches sur les finances de la clinique. Devine qui a fait des dons anonymes totalisant plus de 3 millions de dollars au fonds de recherche de Harrison. Les Moreau, dit Isabelle. Élise a précisé qu'il s'agissait de paiements mensuels, toujours en espèces, toujours via des sociétés écrans. Mais voici le plus intéressant. Les paiements ont commencé il y a exactement 15 ans, 2 semaines après la mort présumée de votre fille à la naissance. Marc avait l'impression de se noyer. Elle le payait depuis 15 ans, on dirait bien, et pas seulement lui. Mercier sortit un autre document. Nous avons trouvé des paiements à 3 autres médecins, 2 avocats, un directeur de pompe funèbre et quelqu'un qui n'est répertorié que comme coordinateur de transport. Transport. La voix d'Isabelle était aiguë. Nous pensons que c'est ainsi qu'ils ont transféré les bébés vers leur nouvelle famille. Une opération professionnelle. Marc, pas une affaire louche. C'était un réseau sophistiqué avec des professionnels de la santé, une protection juridique et des clients fortunés prêts à payer le prix fort pour des nouveau-nés en bonne santé sans poser de questions. La salle de conférence était silencieuse, à l'exception du bourdonnement des néons et du son lointain des téléphones qui sonnaient. Marc fixait les photos des parents en deuil, voyant son propre visage reflété dans leur désespoir. « Tu peux le prouver » demanda-t-il finalement. Mercier avait l'air sévère. C'est ça le problème. Harrison a bien couvert ses traces. Les dossiers médicaux sont vierges. Les documents juridiques semblent tous légitimes, à moins que quelqu'un de l'intérieur soit prêt à parler ou qu'on trouve des preuves matérielles de l'existence des enfants. Et le garçon des Morrison, celui que Claire a vu. La famille a déménagé en Suisse le lendemain de l'identification du garçon par Claire. Ils l'ont emmené avec eux. Marc frappa du poing sur la table, faisant sursauter les tasses de café. Alors ces salauds s'en tirent comme ça. Pas si on peut l'empêcher, dit Mercier. Mais on a besoin de plus que des virements bancaires suspects et des parents en deuil. On a besoin de preuves. Isabelle cherchait déjà son téléphone. Alors on trouve des preuves. Isabelle Mercier mit en garde. Quoi que tu penses, ne le fais pas. Ces gens ont des ressources considérables et peu de scrupules. S'ils sont prêts à voler des bébés à des parents en deuil, que pensez-vous qu'ils feront pour protéger leur opération ? Mais Marc était déjà ailleurs dans ses pensées. Sa fille était vivante, âgée de 15 ans maintenant, sans probablement même le savoir. Elle avait été volée et vivait avec des gens qui l'avaient achetée comme un bien. « Je me fiche de ce qu'ils feront, » dit-il. « Je vais récupérer ma fille. » La salle d'attente de la clinique de fertilité ressemblait à un temple du désespoir, avec sa musique classique douce, ses œuvres d'art coûteuses et le murmure des couples discutant à voix basse de leurs espoirs. Marc ajusta son alliance, un accessoire provenant de la collection d'accessoires d'infiltration de Diane, et essaya de ressembler à un mari dévoué, plutôt qu'à un homme prêt à dévoiler un complot criminel. « Souviens-toi » murmura Isabelle en serrant sa main. « Nous sommes les Patterson. 5 ans d'essai et 2 fausses couches. L'assurance ne couvre pas les traitements expérimentaux. On nous a dit que le docteur Harrison avait d'autres approches. » La réceptionniste les appela avec une sympathie bien rodée. Ils furent conduits dans un couloir bordé de photos de bébés. Des centaines, tous souriants, tous supposés être nés grâce aux interventions miraculeuses du docteur Harrison. Marc se demandait combien d'entre eux avaient été volés à leurs vrais parents. Le bureau du docteur Harrison était exactement comme Marc s'en souvenait. Du bois d'acajou et du marbre, conçu pour inspirer confiance en son expertise médicale et sa discrétion. Mais cette fois, Marc remarqua des détails qui lui avaient échappé auparavant. Les œuvres d'art coûteuses, le mobilier sur mesure, la Rolex qui coûtait probablement plus cher que la voiture de la plupart des gens. Monsieur et Madame Patterson. Harrison sourit chaleureusement. « Je comprends que vous ayez des problèmes de fertilité. » Isabelle essuya ses yeux avec un mouchoir. « Nous avons tout essayé, docteur. 3 spécialistes différents, d'innombrables procédures. Nous sommes au bout du rouleau. Et financièrement, ajouta Marc, jouant son rôle, nous sommes à sec, mais quelqu'un nous a dit que vous pourriez avoir des options pour les couples dans notre situation. » L'attitude de Harrison changea de manière presque imperceptible. « Je ne suis pas sûr de comprendre ce que vous entendez par « solution », monsieur Patterson. Des arrangements qui pourraient contourner les voies traditionnelles de l'adoption, dit Isabelle avec précaution. Nous avons entendu dire que vous aviez aidé d'autres couples qui ne pouvaient pas attendre des années que le système fonctionne. Le docteur tapota son bureau du bout des doigts. Qui vous a exactement recommandé ? Élise Moreau, répondit Marc en observant attentivement le visage de Harrison. Elle a dit que vous saviez comment aider les familles dans le besoin. Une lueur froide passa dans les yeux de Harrison. Je vois. Et que vous a dit exactement Madame Moreau à propos de mon cabinet ? Avant qu'aucun d'eux n'ait pu répondre, l'interphone de Harrison sonna. Docteur, Madame Moreau est là pour son rendez-vous.
Mark sentit son sang se glacer. Élise était là maintenant. « Excuse-moi, » dit Harrison en attrapant son téléphone. « Je dois reporter cette consultation. Mon assistant attendra, » dit Isabelle rapidement. « Si Madame Moreau est là, elle pourrait peut-être nous parler directement de son expérience. » Le masque professionnel de Harrison glissa complètement. « Ce ne sera pas possible. Veuillez partir maintenant. » Mais il était trop tard. La porte du bureau s'ouvrit et Élise entra, vêtue d'une blouse chirurgicale par-dessus des vêtements coûteux, comme si elle venait de subir une intervention médicale. Son visage pâlit lorsqu'elle aperçut Mark. « Qu'est-ce qu'il fait ici ?» grogna-t-elle en abandonnant toute courtoisie. « Leurs patients, » dit rapidement Harrison. « Les Patterson. Ils prétendent que tu les as envoyés chez toi. » Le rire d'Élise était aussi tranchant que du verre brisé. « Les Patterson ?»« Harrison, c'est mon ex-mari. » Mark se leva lentement, retirant sa fausse alliance. « Bonjour Élise, jolie blouse, tu joues au docteur de sécurité ?» hurla Élise. Mais Harrison se dirigeait déjà vers un classeur, essayant frénétiquement de rassembler des papiers. « C'est une installation intéressante que tu as là, » dit Isabelle, sa formation de détective reprenant le dessus. Elle mémorisait tout, la disposition, l'équipement, la panique évidente sur leurs deux visages. « C'est très maternel de ta part, Élise, de rester aussi impliquée dans les soins aux nourrissons après toutes ces années. Fais-les sortir d'ici, » ordonna Élise à Harrison. « Et détruis tout, j'ai dit. » Mais Mark avait déjà vu ce qu'il avait besoin de voir. À travers la porte entr'ouverte derrière le bureau de Harrison, il aperçut une autre pièce, du matériel médical, des tables d'examen et quelque chose qui fit s'arrêter son cœur. Un tableau mural avec des noms, des dates et ce qui semblait être des montants de paiement. Deux agents de sécurité apparurent dans l'embrasure de la porte. Alors qu'ils étaient escortés dehors, Mark entendit la voix d'Élise derrière eux, aiguë et désespérée. « Appelez Moreau, dites-lui qu'il faut accélérer le processus. Et Harrison, ce garde-meuble à Brooklyn, vide-le ce soir. » Sur le parking, Isabelle était déjà au téléphone avec Mercier. « Il faut surveiller la clinique d'Harrison et obtenir un mandat de perquisition pour tous les garde-meubles enregistrés au nom de son cabinet. » Mark fixait le bâtiment où le destin de sa fille avait été scellé 15 ans auparavant. Élise était toujours à l'intérieur, probablement en train de détruire des preuves à ce moment même. Mais ils en avaient vu assez pour savoir qu'ils avaient raison. La question était maintenant de savoir s'ils pourraient le prouver avant qu'Élise et Harrison ne fassent tout disparaître, y compris peut-être eux-mêmes. Mark découvrit la attaque juridique d'Élise lorsque l'huissier se présenta à la porte d'Isabelle le lendemain matin. L'ordonnance restrictive était minutieuse, rédigée de manière professionnelle et d'une efficacité redoutable. « Elle prétend que tu la harcèles », lut Isabelle dans le document. Harcèlement, comportement menaçant, présence à ses événements caritatifs et au cabinet de son médecin. Elle t'a dépeint comme un ex-mari instable qui n'arrive pas à accepter la mort de son enfant. Mark froissa les papiers dans son poing. C'est dingue. C'est nous qui essayons de révéler ses crimes. Elle est intelligente, admit Isabelle d'un air sombre. Regarde cette diffamation. Les déclarations sous serment jointes étaient brutales. La déclaration d'Élise décrivait Mark comme un homme rongé par le chagrin, incapable de garder un emploi stable, expulsé de son appartement, s'accrochant désespérément à des théories du complot concernant la mort de leur fille. Richard Moreau avait ajouté sa propre déclaration, décrivant Mark comme clairement déséquilibré et exprimant sa crainte pour la sécurité de sa femme. Mais le plus accablant venait du docteur Harrison lui-même. Son avis médical indiquait que Mark présentait les signes classiques d'un trouble du deuil compliqué avec des idées paranoïaques et recommandait une évaluation psychiatrique. Ils ont planifié tout ça. Mark a compris que chaque interaction, chaque conversation, servait à monter un dossier pour me discréditer. Le téléphone de Diane sonna. La voix du détective Mercier était tendue. « On a un problème. Mon capitaine vient de me retirer de l'enquête Harrison. Quoi ? Pourquoi une pression de la hiérarchie ? Apparemment, des personnes très influentes ont passé des coups de fil très convaincants. La version officielle est que nous gaspillons des ressources pour les fantasmes de parents en deuil. » Mark a saisi le téléphone. « Ils ont acheté ton service. Pas acheté. T'y crois ? Les avocats de Harrison ont présenté des preuves que toutes les familles suspectes que nous avons identifiées ont des antécédents de troubles mentaux, de problèmes financiers ou de toxicomanie. Ils prétendent que nous sommes manipulés par des individus instables qui cherchent quelqu'un à blâmer pour des tragédies médicales légitimes. Et les relevés bancaires, les paiements, les consultations médicales légitimes et les dons caritatifs ? D'après leurs documents, chaque transaction a été expliquée, documentée et vérifiée par des auditeurs indépendants. » Mark s'est affaissé dans un fauteuil, sentant les murs se refermer sur lui. « C'est donc ça. Ils s'en tirent à tous les coups. Je n'abandonnerai pas, » a dit Mercier. « Mais je dois être prudent. Mon boulot est en jeu, et sans mon badge, je ne peux aider personne. » Après avoir raccroché, Isabelle se servit un double whisky malgré l'heure matinale. « Ils sont bons, Mark. Meilleurs que je ne le pensais.
Ils ont fait de toi le méchant de ta propre histoire. Elena fait aussi le tour des réseaux sociaux, dit Marc en faisant défiler son téléphone. Regarde ça. Élise a posté une photo d'elle sur Instagram dans un hôpital pour enfants entouré d'enfants malades, le sourire radieux et plein de compassion. La légende disait « Parfois nous sommes confrontés à des défis inattendus issus de notre passé, mais notre engagement à aider les enfants dans le besoin ne faiblit jamais. Reconnaissante pour l'amour et le soutien de ma famille pendant cette période difficile. Association caritative pour les enfants K. Reste forte, Chaka. Allons de l'avant. » Les commentaires étaient massivement favorables. « Tu es tellement courageuse, Élise. Ne laisse pas les gens toxiques te démoraliser. Certaines personnes ne peuvent tout simplement pas lâcher prise. C'est une manipulatrice hors pair, » a observé Isabelle. Pendant que nous essayons de rassembler des preuves, elle contrôle le récit et se présente comme la victime. Le téléphone de Marc a vibré, signalant l'arrivée d'un SMS provenant d'un numéro inconnu. « Arrête maintenant ou ça va être bien pire pour toi. Tu as 24 heures. » Il ne cherche pas seulement à nous discréditer, réalisa Marc. Il se prépare à nous détruire. Isabelle attrapa son ordinateur portable. Alors, on ferait mieux de trouver des preuves rapidement, parce que si Élise et Harrison sont prêts à aller aussi loin pour protéger leurs secrets, cela signifie que nous sommes sur le point de découvrir quelque chose d'important. « Où ?» dit Marc doucement, en fixant le SMS menaçant. « Nous sommes sur le point de disparaître, tout comme nos enfants. » Le centre communautaire de Dorchester n'avait rien de particulier. Peintures écaillées, chaises pliantes et néons qui bourdonnaient comme des insectes en colère. Mais pour Marc, c'était comme le début de quelque chose de puissant. « Merci à tous d'être venus, » dit-il aux 12 personnes rassemblées en cercle. « Je sais que ce n'est pas facile. » Claire Morrison serrait la main de son mari Tom, les yeux rougis par les larmes. « On pensait qu'on était fous. Pendant 3 ans, tout le monde nous a dit qu'on voyait des choses qui n'existaient pas. »« Vous n'étiez pas fous, » a dit David Rodriguez, un ouvrier du bâtiment dont les mains calleuses tremblaient tandis qu'il parlait. « Mon fils aurait 5 ans aujourd'hui. » Miguel. « Parfois, je passe devant des terrains de jeu en espérant. » L'un après l'autre, ils ont raconté leur histoire. Jessica Chen, dont la fille était censée être née avec une malformation cardiaque mortelle, mais dont le dossier médical avait mystérieusement disparu de la base de données de l'hôpital. Amanda Foster, à qui on avait dit que son fils était mort de complications, mais qui avait reçu une carte de condoléances adressée au mauvais bébé. Robert et Linda Walsh, dont les jumeaux seraient morts lors d'un accouchement compliqué, mais dont les frais funéraires ont été mystérieusement pris en charge par un bienfaiteur anonyme. Isabelle a étalé des photos et des documents sur la table. Voici ce que nous savons. Tous vos enfants sont nés dans des établissements liés au Dr Harrison. Tous ont été déclarés morts avec un minimum d'interaction avec leur famille. Tous ont été incinérés en urgence ou ont eu des funérailles à cercueil fermé. Et toutes les familles ont reçu une aide financière importante après coup, a ajouté Marc. Les factures d'hôpital ont été payées, les frais funéraires ont été pris en charge et des dons anonymes ont été versés pour aider au soutien psychologique. Tom Morrison s'est penché en avant. Ils achetaient notre silence. Sans qu'on le sache, a murmuré Claire. On pensait que les gens étaient juste gentils. Isabelle a sorti son ordinateur portable. J'ai travaillé avec un ami analyste de données. Regarde ce schéma. L'écran affichait une chronologie remontant à 15 ans. Des points rouges marquaient chaque naissance suspecte, avec des lignes reliant les flux financiers entre les familles, la clinique et diverses sociétés écrans. 23 enfants, a annoncé Isabelle. C'est notre estimation prudente basée sur les documents financiers auxquels nous avons eu accès. 23 bébés volés à leur famille et vendus à de riches couples qui ne pouvaient pas adopter par des voies légales. La pièce a éclaté dans un murmure de voix en colère. Les parents exigeaient de savoir où étaient leurs enfants, comment ils pouvaient les récupérer, pourquoi la police ne les aidait pas. La police ne peut pas nous aider pour l'instant, a dit Marc en élevant la voix au-dessus du chaos. Élise et Harrison ont trop d'influence, trop de relations. Mais ensemble, on a quelque chose qu'ils n'attendent pas. « Quoi ?» demanda Amanda Foster. « Le nombre, la détermination et la vérité. » Jessica Chen se leva, le regard enflammé. « Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse ?» Isabelle sourit d'un air sinistre. « On va faire ce que la police ne peut pas faire. On va enquêter sur chacune de ces familles, retracer chaque paiement et monter un dossier si accablant que même l'élite de Lyon ne pourra pas l'ignorer. Je travaille dans l'informatique, proposa Robert Walsh. Je peux aider à suivre les traces numériques. Je suis comptable, dit David Rodriguez. Je sais comment suivre les traces de l'argent, et je suis infirmière, ajouta Claire Morrison. J'ai accès à des bases de données médicales qu'ils n'ont peut-être pas complètement nettoyées. Au cours des 2 heures qui suivirent, ils s'organisèrent comme pour une opération militaire. Des équipes furent affectées à différents aspects de l'enquête. Analyse financière, dossiers médicaux, surveillance de la clinique Harrison et surtout, recherche des enfants eux-mêmes. N'oubliez pas, a averti Isabelle alors qu'ils se préparaient à partir.
Ces gens ont déjà prouvé qu'ils étaient prêts à détruire des vies pour protéger leurs secrets. Restez par deux, documentez tout, et si quelqu'un se sent menacé, contactez immédiatement le groupe. Alors que les parents sortaient, leur visage affichait quelque chose qui n'était pas là à leur arrivée. De l'espoir. Marc était en train de rassembler des documents lorsque son téléphone vibra. Un autre numéro inconnu, mais cette fois, le message le fit frissonner. « Nous sommes au courant de votre petit groupe de soutien. Certains accidents sont plus faciles à organiser que d'autres. Laissez tomber maintenant ou préparez-vous à assister à d'autres funérailles. » Il montra le message à Isabelle, qui le photographia immédiatement. « Ils ont peur, dit-elle. Vraiment peur. Les gens ne font pas ce genre de menaces à moins d'être désespérés ou de se préparer à les mettre à exécution, » répondit Marc en regardant autour de lui le centre communautaire vide. Dehors, des moteurs de voitures démarraient dans le parking tandis que les parents rentraient chez eux, dans leur maison calme et leur chambre d'enfants vide. Chacun d'entre eux détenait désormais un élément de l'enquête et chacun d'entre eux était désormais une cible. La guerre pour leurs enfants avait officiellement commencé. L'appel est arrivé à 3 heures du matin, tirant Marc d'un sommeil agité. La voix de Claire Morrison n'était qu'un murmure, chargé de terreur. Ils ont pris Tom. Marc se réveilla d'un coup. Comment ça, ils l'ont pris? Il suivait la piste de la société de transport. 3 types l'ont attrapé devant l'entrepôt. Un SUV noir, sans plaque. Ils ont laissé ça. Elle lui envoya une photo qui lui coupa le souffle. Une seule phrase écrite sur la carte de visite de Tom. « Arrête de fouiller ou il disparaîtra pour de bon. » À l'aube, les parents restants s'étaient rassemblés chez Diane. Leurs visages étaient sombres, conscients qu'il ne s'agissait plus seulement de retrouver leurs enfants. Il s'agissait de survivre, dit Isabelle en étalant de nouveaux documents sur la table de sa cuisine. Trop près, c'est pour ça qu'ils deviennent désespérés. Le travail de Robert Walsh sur l'ordinateur avait porté ses fruits. « J'ai trouvé les registres de transport », annonça-t-il, les doigts volant sur le clavier de son ordinateur portable. Elise et Harrison ont transféré leurs avoirs à l'étranger au cours des 6 derniers mois. Des comptes bancaires aux îles Caïmans, des propriétés en Suisse, des jets privés réservés pour la semaine prochaine. « Ils s'enfuient », réalisa Jessica Chen. « Ils savent qu'on est sur leur piste. » Ce qui veut dire, dit Marc d'un ton sinistre, qu'ils sont probablement en train de détruire des preuves à l'heure où on parle. Amanda Foster leva les yeux de son téléphone. J'ai surveillé la clinique de Harrison. 3 camions de déménagement sont arrivés ce matin. Ils vident tout. David Rodriguez frappa du poing sur la table. On ne peut pas les laisser disparaître. S'ils quittent le pays, on ne retrouvera jamais nos enfants. Il y a autre chose, a poursuivi Robert, la voix tendue par l'urgence. J'ai suivi les transferts financiers. Ils ne se contentent pas de liquider leurs actifs. Ils règlent leurs dettes. Ils versent d'importantes sommes à des personnes dont les noms correspondent à ceux du personnel de la clinique, d'assistants juridiques, voire de certaines familles adoptives. De l'argent pour acheter le silence, dit Isabelle. Ils achètent le silence avant de s'enfuir. Marc fixait la chronologie établie par Robert. De l'argent qui sortait, des actifs qui disparaissaient, un plan d'évasion soigneusement orchestré depuis 15 ans. Mais il y avait autre chose. Une tendance dans les paiements qui fit battre son cœur plus vite. « Regarde ça », dit-il en montrant une série de transactions. Chaque mois, pendant 15 ans, Elise a effectué des paiements à une société appelée Sunshine Educational Trust, le même montant à chaque fois comme une horloge. Une fiducie éducative? Jessica fronça les sourcils. Quel genre d'éducation coûte exactement 2500 $ par mois pendant 15 ans? La pièce est devenue silencieuse alors que tout le monde réalisait ce que ça voulait dire. Une école privée? A chuchoté Isabelle. Elle payait les frais de scolarité d'une école privée. Marc a senti le monde basculer. Elle suivait les enfants, elle ne se contentait pas de les vendre et de les oublier. Elle surveillait leur éducation, leur développement, ce qui signifie qu'elle sait exactement où ils sont, a dit Claire, la voix brisée. Elle est au courant depuis le début. Elle était au courant depuis le début. Robert était déjà en train de taper frénétiquement. Shine Educational Trust, voilà. C'est un fonds qui paie les frais de scolarité des élèves boursiers dans des écoles privées d'élite de toute la Nouvelle-Angleterre. 23 élèves sont actuellement inscrits. 23, répéta Marc. Le même nombre d'enfants que nous estimons avoir été volés. Son téléphone sonna. La voix du détective Mercier était urgente. « Marc, on a un problème. Tom Morrison a été retrouvé. Il est en vie? À peine. Ils l'ont largué au Mass General avec un message tatoué sur la poitrine. Dernier avertissement. Il est en chirurgie, mais il a réussi à dire quelque chose aux ambulanciers avant de perdre connaissance. Quoi? Il a dit qu'il avait retrouvé les enfants, tous, et qu'Élise prévoyait de les déplacer demain soir. Les parents se regardèrent avec un mélange de terreur et d'espoir désespéré. Leurs enfants étaient vivants, identifiés et à leur portée, mais Élise était sur le point de les faire disparaître à jamais. « Où ?» demanda Marc. « C'est ça le problème. Tom a perdu connaissance avant de pouvoir le dire.
Mais Marc, écoute bien. La sécurité de l'hôpital dit qu'il y a des hommes en costume qui demandent des nouvelles de Tom. Ce n'est pas fini. Ils n'avaient plus de temps, plus d'options, et étaient entourés d'ennemis disposant de ressources illimitées. Mais leurs enfants étaient en vie, et cela changeait tout. La salle de bal Montmartre scintillait sous les coupes de champagne de l'élite lyonnaise qui reflétaient la lumière. Sous les lustres en cristal, la crème de la société s'était réunie pour rendre hommage à Élise Moreau pour sa vie au service des enfants dans le besoin. Marc observait depuis l'entrée de service, tandis qu'Élise acceptait gracieusement les félicitations des sénateurs, des juges et des magnats de l'industrie pharmaceutique. « Elle est sur le point d'être nommée humanitaire de l'année », murmura Isabelle à son oreille. L'ironie est révoltante. Il s'était infiltré parmi le personnel de restauration grâce à des contacts de la société de sécurité de Robert Walsh dans la salle où les autres parents s'étaient positionnés. David était dans la cabine audio. Jessica gérait le système de projection. Amanda et Claire étaient postées près des sorties. Élise monta sur l'estrade, radieuse dans une robe blanche qui lui donnait l'air d'un ange sous les projecteurs. « Merci pour cet incroyable honneur. Depuis 15 ans, je consacre ma vie à faire en sorte que chaque enfant trouve le foyer aimant qu'il mérite. » Marc se sentit mal en l'écoutant déformer la vérité pour en faire quelque chose de noble. « Certains enfants nous sont confiés par les voies traditionnelles, » poursuivit Elena, sa voix résonnant dans tous les coins de la salle. « Mais d'autres nécessitent des solutions plus créatives. » C'était le signal. David appuya sur l'interrupteur, coupant le micro d'Elena tandis que Jessica activait le système de projection. L'écran de la salle s'illumina soudainement, affichant des documents, des relevés bancaires, des dossiers médicaux et des photos des enfants volés. « Mesdames et messieurs, » la voix de Marc résonna dans le système audio alors qu'il entrait dans la lumière des projecteurs. « Je voudrais vous raconter la véritable histoire du travail d'Élise Moreau avec les enfants. » Le chaos éclata. Les agents de sécurité se dirigèrent vers Marc, mais les autres parents avaient anticipé cela. Claire Morrison se leva dans le public, sa voix tranchant dans la confusion. « Mon fils a été déclaré mort à la clinique du Dr Harrison, mais je l'ai vu 3 ans plus tard dans une aire de jeu, en bonne santé et bien vivant. Ma fille était censée être née avec une malformation cardiaque mortelle. » Jessica Chen a crié depuis une autre section. Mais Élise a payé ses funérailles avant même que l'autopsie soit terminée. Un par un, les parents se sont levés, leur voix s'unissant dans un chœur de vérité qui ne pouvait être ni réduit au silence ni ignoré. Les écrans continuaient d'afficher des preuves, transferts financiers, faux certificats de décès, dossiers de 23 enfants vendus à des familles riches qui avaient payé le prix fort pour des nouveau-nés en bonne santé. Élise a essayé de reprendre le contrôle. Ces gens sont délirants. Ce sont des parents en deuil qui ne peuvent pas accepter la réalité. Mais Richard Moreau était devenu pâle, fixant les documents financiers qui montraient des millions de dollars de paiements inexpliqués. « Élise, a-t-il dit lentement, qu'est-ce que c'est ?» La pièce est devenue silencieuse, tandis que l'élite de Lyon assimilait ce qu'elle voyait. La juge Catherine Morrison, qui n'avait aucun lien avec Tom et Claire, s'avança, la voix empreinte d'autorité judiciaire. « Madame Moreau, ces documents semblent révéler une fraude systématique et un trafic d'enfants. Avez-vous une explication ?» Le masque d'Élise finit par se fissurer. « Vous ne comprenez pas. Ces familles ne pouvaient pas subvenir aux besoins de ces enfants. Nous leur avons donné une meilleure vie, de meilleures opportunités. Vous nous avez volé nos bébés, hurla Claire Morrison, les larmes coulant sur son visage. Vous nous avez laissé pleurer des enfants qui étaient vivants. Ils sont mieux là où ils sont. Élise hurla, complètement bouleversée. Ces enfants ont une éducation, des opportunités, un avenir que vous ne pourriez jamais leur offrir. Je les ai sauvés d'une vie de pauvreté et de médiocrité. La confession resta suspendue dans l'air comme un nuage toxique. Dans le silence stupéfait, les téléphones ont commencé à apparaître et les invités ont commencé à enregistrer et à diffuser en direct la crise d'Élise sur les réseaux sociaux. « Où sont-ils » a demandé Marc en s'approchant du podium. « Où sont nos enfants ?» Élise a ri, sauvagement et désespérément. « Vous ne les trouverez jamais. D'ici demain, ils seront dans des avions à destination suisse, en Argentine, dans des endroits où vos lois américaines ne peuvent pas les atteindre. Même si vous pouviez prouver qu'ils sont vos enfants biologiques, ils ont été légalement adoptés. Ils ont de nouvelles familles, de nouvelles identités, de nouvelles vies. » Richard Moreau s'éloigna de sa femme comme si elle était radioactive. « Élise, mon Dieu, qu'as-tu fait? Ce que je devais faire ?» Elle grogna. « Quoi? Tu étais trop faible pour comprendre. On a gagné des millions en aidant des familles riches à avoir les enfants qu'elles voulaient, tout en offrant à ces enfants une vie meilleure que celle que leurs parents biologiques auraient jamais pu leur offrir. » Les agents de sécurité finirent par atteindre Marc, mais il était trop tard. Le mal était fait. Les aveux d'Élise avaient été enregistrés par des dizaines de téléphones diffusés en direct à des milliers de spectateurs,
et vu par les personnes les plus puissantes de Lyon. Alors que les sirènes de police retentissaient au loin, Élise fit un dernier geste désespéré. Elle sortit son téléphone et composa un numéro unique. « Fais-le maintenant », dit-elle dans l'appareil. « Déplace-les tous ce soir. » Élise s'enfuit du podium comme un animal acculé, sa robe blanche flottant derrière elle alors qu'elle se frayait un chemin à travers la foule sous le choc. Marc se précipita à sa suite, mais les agents de sécurité lui bloquèrent le passage jusqu'à ce que la voix de l'inspecteur Mercier se fasse entendre dans le chaos. « Police de Lyon, laissez-le passer. » La salle de bal fut plongée dans la confusion lorsque les policiers firent irruption, mais Élise avait déjà atteint la sortie de service. Marc franchit la porte juste à temps pour la voir plongée dans une Mercedes noire, les pneus crissant alors que la voiture s'éloignait dans la nuit. « Elle se dirige vers le port !» cria Isabelle en sautant dans le camion de Marc. « La marina privée. Ils ont probablement un bateau qui les attend. » Ils fonçaient à travers les rues étroites de Lyon, les sirènes hurlant derrière eux alors que les unités de police se joignaient à la poursuite. Le téléphone de Marc sonna. David Rodriguez appelait depuis la salle de bal. « On a Harrison », annonça David. La police l'a attrapé alors qu'il essayait de s'échapper par l'arrière. Mais Marc a passé un coup de fil avant qu'il ne le menotte. C'est le même numéro qu'Élise a appelé. « Où sont les enfants ?» demanda Marc en prenant un virage à 2 roues. « À l'aéroport. Un jet privé doit décoller de Logan dans 2 heures. » La liste des passagers comprend 23 étudiants suisses en échange. Marc sentit son sang se glacer dans ses veines. 23 passagers. Leurs enfants sur le point de disparaître à jamais. La Mercedes devant eux s'engagea sur l'autoroute, Élise conduisant comme si sa vie en dépendait. À travers la vitre arrière, Marc pouvait la voir au téléphone, en train de crier à quelqu'un. Puis la voiture changea soudainement de direction, ne se dirigeant pas vers le port, mais vers l'aéroport Logan. « Elle va prendre l'avion », réalisa Isabelle. « Elle va essayer de partir avec les enfants. » La voix de Mercier grésilla dans la radio de la police. « À toutes les unités, le suspect approche l'aéroport Logan. Nous avons des infos sur un jet privé qui se prépare à décoller en urgence. La FAA a été informée de faire atterrir tous les avions privés, mais Élise avait un plan de secours. » Alors qu'ils arrivaient à l'aéroport, Marc regarda avec horreur la Mercedes franchir une porte de service, les agents de sécurité plongeant pour se mettre à l'abri. Elle avait des relations haut placées, des gens à l'intérieur qui avaient été payés pour fermer les yeux. La poursuite se poursuivit sur le tarmac où un jet privé élégant était déjà en train de démarrer ses moteurs. Dans la faible lumière de l'aéroport, Marc pouvait voir des silhouettes s'affairer autour de l'avion. Des enfants étaient conduits vers les marches par des adultes en costume sombre. Son cœur s'arrêta de battre. Même de loin, il pouvait distinguer leurs visages. De jeunes adolescents confus et effrayés étaient poussés dans l'avion comme du bétail. « C'est eux », murmura-t-il. « Ce sont nos enfants. » La Mercedes d'Élise dérapa et s'arrêta près du jet. Elle sortit précipitamment, toujours vêtue de sa robe de soirée déchirée, et courut vers les marches de l'avion. Mais Marc était déjà sorti du camion et courait à travers le tarmac, animé par 15 ans de chagrin et de rage. « Arrêtez !» cria-t-il. « Ce sont nos enfants. » Élise atteignit les marches et se retourna, le visage déformé par une rage désespérée. « Ce ne sont plus vos enfants. Ils ne le sont plus depuis 15 ans. » Derrière elle, l'une des adolescentes, une fille qui avait les yeux de Marc et les cheveux blonds d'Élise, regardait en arrière vers l'agitation. Même à 50 mètres de distance, Marc sentit la reconnaissance le frapper comme un éclair. « Claire », murmura-t-il, le prénom que lui et Élise avaient choisi pour leur fille il y a toutes ces années. La fille l'entendit d'une manière ou d'une autre, tournant la tête vers sa voix. Pendant un moment qui a duré une éternité, le père et la fille se sont regardés à travers le tarmac, séparés par 15 ans de mensonges et de temps volés. Puis Élise a attrapé le bras de la jeune fille, essayant de la tirer dans l'avion. « Monte à bord maintenant. » Mais Claire a reculé, confuse, et quelque chose d'autre, peut-être la reconnaissance, peut-être l'espoir qui vacillait sur son jeune visage. « Attends, dit-elle, sa voix portant dans l'air nocturne. « Attends, je connais cette voix. » Des voitures de police encerclaient l'avion, leurs gyrophares illuminant la scène de leurs lumières rouges et bleues. Le pilote, voyant arriver la cavalerie, coupa les moteurs. L'empire d'Élise s'écroulait autour d'elle, mais elle n'avait pas dit son dernier mot. « Si je ne peux pas les avoir », grogna-t-elle en sortant quelque chose de son sac à main. « Alors personne ne les aura. » L'arme dans la main d'Élise reflétait les lumières de l'aéroport comme une promesse de mort. Marc se figea sur le tarmac alors qu'elle ne la pointait pas sur lui, mais sur le groupe d'adolescents confus, blottis près de l'escalier de l'avion. « Restez en arrière !» hurla Élise, la voix brisée par l'hystérie. « Restez tous en arrière ou je jure que j'en finirai ici même. » Les enfants, dont sa fille, se serrèrent les uns contre les autres, terrifiés. Claire, la jeune fille de 15 ans qui avait les yeux de Marc, s'est placée devant les plus jeunes pour les protéger. Sa mâchoire était serrée, avec une détermination qui rappelait douloureusement à Marc qui il était.
Tu ne veux pas leur faire de mal, Élise, a dit Marc en levant lentement les mains. Tu as passé 15 ans à les protéger, à subvenir à leurs besoins. Ce ne sont pas tes ennemis. Les protéger? Élise a éclaté d'un rire sauvage et brisé. Tu crois que je les ai protégés? Je les ai sauvés de la pauvreté, de la médiocrité, d'une vie de lutte et de déception. Les policiers se sont positionnés autour de nous. Ils ne sont pas tes ennemis. Les protéger? Ils ne sont pas vos ennemis. Les protéger? Élise éclata d'un rire sauvage et brisé. Vous pensez que je les ai protégés? Je les ai sauvés de la pauvreté, de la médiocrité, d'une vie de lutte et de déception. Les policiers s'étaient positionnés autour de l'avion, mais personne n'osait bouger avec les enfants dans la ligne de tir. La voix du détective Mercier retentit dans un mégaphone. « Madame Moreau, laissez partir les enfants. Ils sont innocents dans cette histoire. » « Innocents ?» Et l'Héléna serra plus fort son arme. « Ils sont des preuves vivantes et respirantes de tout ce que j'ai construit. Tu sais ce que j'ai sacrifié pour leur offrir une vie meilleure ?» Marc fit un pas prudent en avant. « Qu'as-tu sacrifié, Élise? Qu'est-ce qui valait la peine de nous voler nos enfants ?»« Tout !» hurla-t-elle. « Mon mariage avec toi, mon bonheur, mon âme. J'ai vendu des morceaux de moi-même à Harrison, à Richard, à tous ceux qui pouvaient m'aider à sortir de cette vie pathétique. Et ça a marché. Regarde ce que je suis devenue. » Derrière Élise, Claire prit la parole, sa jeune voix ferme malgré sa peur. « Tu es devenue un monstre. » Élise se retourna vers la fillette, larmes tremblantes. « Qu'est-ce que tu as dit ?»« J'ai dit que tu s'étais transformée en monstre. » Claire leva le menton d'un air de défi. « Je me souviens de choses. Des rêves peut-être, mais je me souviens de la voix d'un homme qui me chantait des chansons, des mains douces, quelqu'un qui m'aimait avant. » Avant tout cela, le cœur de Marc se brisa et se reconstruisit en l'espace d'un battement de cœur. « Je te chantais tous les soirs quand ta mère était enceinte. Tu es mon rayon de soleil, ta chanson préférée. » Les yeux de Claire s'écarquillèrent et des larmes commencèrent à couler. « Je connais cette chanson. Je l'ai toujours connue, mais je n'ai jamais su pourquoi. »« Ça suffit !» hurla Élise en brandissant l'arme entre Marc et Claire. « Tu veux la vérité? Très bien. Je les ai volés. J'en ai pris 23. Des bébés à des familles trop pauvres et trop stupides pour les mériter. Et je le referai. » La confession résonna sur le tarmac, enregistrée par les équipes de télévision arrivées sur les lieux, diffusée en direct à des millions de téléspectateurs. Je leur ai donné une éducation, des opportunités. La richesse, continua Élise, sa voix montant jusqu'à devenir un cri. Ces enfants ont fréquenté des écoles privées, eu des tuteurs, tout ce que l'argent peut acheter. Qu'aurais-tu pu leur donner, Marc? Un salaire de mécanicien et des bons d'alimentation. De l'amour, répondit Marc simplement. Je leur aurais donné de l'amour. Ces enfants ont eu des écoles. Ces enfants ont fréquenté des écoles privées, eu des tuteurs, tout ce que l'argent peut acheter. Qu'est-ce que tu leur aurais donné, Marc? Un salaire de mécanicien et des bons d'alimentation. De l'amour, répondit simplement Marc. Je leur aurais donné de l'amour. Quelque chose se brisa sur le visage d'Élise à ces mots. Pendant un instant, Marc revit la femme qu'il avait épousée. Jeune, effrayée, rêvant d'une vie meilleure. L'amour ne paie pas les études, murmura-t-elle. L'amour n'ouvre pas les portes et ne crée pas d'opportunités. L'amour ne fait rien de tout ça. Le coup de feu retentit derrière Marc. Il ne venait pas de l'arme d'Élise, mais d'un tireur d'élite de la police posté dans un hangar voisin. Élise se retourna et s'effondra, son arme tombant sur le tarmac dans un cliquetis métallique tandis que le sang se répandait sur sa robe blanche. Pendant un instant, personne ne bougea. Puis Claire s'arracha au groupe d'enfants et se mit à courir. Pas vers la police, pas vers la sécurité, mais droit vers Marc. « Papa », murmura-t-elle. Le mot qu'il avait attendu pendant 15 ans. Marc la serra dans ses bras. 15 ans de chagrin, d'amour et d'espoir désespéré se déversèrent dans une étreinte qui semblait avoir arrêté le temps autour d'eux. La police sécurisa les lieux et les ambulanciers se précipitèrent vers Élise, mais Marc n'entendait rien. Sa fille était en vie, sa fille était de retour à la maison. Mais alors que les sirènes hurlaient et que les flashs des appareils photo illuminaient la nuit, Marc comprit que leur combat était loin d'être terminé. 22 autres enfants devaient encore retrouver leur famille. Des batailles juridiques allaient suivre. Le réseau d'Élise devait être complètement démantelé. Et Élise elle-même, qui saignait sur le tarmac mais respirait encore, avait encore un secret à révéler. La salle d'interrogatoire du quartier général de la police ressemblait à un confessionnal où les péchés étaient enfin révélés. Élise était assise menottée à la table métallique, son apparence autrefois impeccable désormais en lambeaux de soie déchirés et de sang séché. La balle lui avait brisé l'épaule mais avait manqué les organes vitaux. Elle survivrait pour faire face aux conséquences de 15 années de mensonges. Marc observait à travers la vitre sans rétrovision, tandis que l'inspecteur Mercier et les agents fédéraux s'efforçaient de démêler toute l'opération d'Élise. À côté de lui, Isabelle tenait un épais dossier contenant des preuves qui allaient bouleverser des dizaines de vies.
23 enfants, annonça l'agent du FBI Jennifer Chen, qui n'avait aucun lien avec Jessica, en entrant dans la salle d'observation. Nous avons confirmé l'identité des 23 bébés volés. Le plus jeune a maintenant 14 ans, le plus âgé 16. Sont-ils en sécurité ? Demanda Mark, les bras toujours autour de Claire, qui n'avait pas quitté son côté depuis l'aéroport. Tous ont été retrouvés et placés en détention préventive. Mais Mark, c'est plus grave que nous le pensions. Les familles adoptives étaient au courant pour certaines. Elles ont payé des primes spécialement pour des bébés avec des certificats de décès falsifiés. À travers la vitre, la voix d'Élise portait alors qu'elle commençait enfin à parler. Les aveux qui jaillirent étaient 15 ans de malveillance calculée déguisée en soucis maternels. « Je n'ai jamais voulu que ce soit permanent », dit-elle d'une voix plate et sans émotion. Ça a commencé avec la fille de Mark. On était si pauvres, si désespérés. Quand Harrison m'a suggéré que je pourrais gagner de l'argent en aidant des familles riches à avoir des bébés en bonne santé, ça m'a semblé être une solution. Mais le certificat de décès, insista Mercier. Tu as laissé ton mari pleurer un enfant vivant. Le rire d'Élise était amer. Mark était faible. Il aurait été un père terrible. Pas d'argent, pas de relations, pas d'avenir. J'ai donné à notre fille des avantages qu'il n'aurait jamais pu lui offrir. J'ai donné à notre fille des avantages qu'il n'aurait jamais pu lui offrir. Claire serra la main de Mark. À travers le haut-parleur, ils entendirent Élise décrire le réseau complexe qu'elle avait mis en place avec Harrison. Des familles pauvres ciblées pendant des grossesses vulnérables, des dossiers médicaux falsifiés, des clients riches prêts à payer un demi-million de dollars pour des nouveau-nés en bonne santé sans poser de questions. La beauté de tout ça, c'était le chagrin, continua Élise. D'un point de vue clinique, les parents étaient tellement dévastés par la mort de leur enfant qu'ils n'ont jamais regardé de près les documents, et l'argent que nous leur avons donné après, pour payer les frais d'hôpital et les frais funéraires, les a rendus reconnaissants plutôt que méfiants. L'agent Chen s'est tourné vers Mark. On a identifié toutes les familles adoptives. La plupart coopèrent, affirmant qu'elles pensaient que les adoptions étaient légitimes, mais 3 familles ont fait appel à un avocat et une a déjà quitté le pays. Qu'est-ce qui va arriver aux enfants ? A demandé Claire à voix basse. Certains d'entre eux vivent avec leurs familles adoptives depuis plus de 10 ans. Ce sont les seuls parents dont ils se souviennent. C'était la question que tout le monde redoutait. Dans la salle d'interrogatoire, Élise semblait lire dans leurs pensées. « Vous pensez que c'est une fin heureuse ?» dit-elle en regardant directement la caméra. « Vous pensez que ces enfants vont simplement retomber dans la vie dont je les ai sauvés ? La moitié d'entre eux ne se souviennent même pas de leurs parents biologiques. Certaines familles adoptives les aiment sincèrement. Vous êtes sur le point de détruire plus de vies que je ne l'ai jamais fait. » Mark sentit Claire trembler à côté de lui. Elle avait vécu pendant 15 ans en croyant que les Henderson étaient ses parents. Ils l'avaient aimée, éduquée, lui avaient donné des opportunités. Maintenant, elle était prise entre 2 familles, 2 identités, 2 versions de la vérité. « Que veux-tu » lui demanda Mark doucement. « On peut y aller aussi lentement que tu veux. » Claire resta silencieuse pendant un long moment. « Je veux connaître les 2 histoires. Je veux comprendre comment je suis passé de ta fille à la leur. Et je veux aider les autres enfants à trouver ce qu'ils veulent, eux aussi. » Dans la salle d'interrogatoire, Élise poursuivit ses aveux. Nom, date, montant des paiements, emplacement des documents cachés. À chaque révélation, de nouveaux éléments du complot apparaissaient. Richard Moreau, véritablement choqué par les crimes de sa femme, coopérait pleinement. Le docteur Harrison avait déjà plaidé coupable en échange d'une réduction de peine. L'entrepôt à Brooklyn. Élise finit par dire « Tout est cela, les certificats de naissance, les documents d'adoption, les dossiers financiers, même les photos des enfants au fil des ans. » L'agent Chen sortit de la pièce. « On se rend à l'entrepôt. Ça devrait nous donner tout ce dont on a besoin pour poursuivre tout le réseau. » Alors que les agents fédéraux se préparaient à faire une descente dans la dernière pièce de l'Empire d'Élise, Mark réalisa que le plus dur ne faisait que commencer. Les batailles juridiques allaient faire rage pendant des années. Des familles allaient être déchirées et reconstruites. Certains enfants allaient choisir leur famille adoptive, d'autres leur famille biologique. D'autres encore allaient essayer de maintenir des relations avec les 2. Mais pour la première fois en 15 ans, la vérité était enfin libérée. Élise Moreau a été condamnée à 25 ans de prison fédérale. Le docteur Harrison a écopé de 20 ans. Le réseau qui avait volé 23 enfants et détruit des dizaines de vies était enfin démantelé. La justice, pensa Mark en regardant sa fille témoigner avec un courage remarquable lors de l'audience de condamnation d'Élise, était lente et imparfaite. Mais c'était quand même la justice. 6 mois après la condamnation d'Élise, Mark se tenait dans le jardin derrière la petite maison qu'il avait louée à Versailles, regardant Claire planter avec soin un jeune chêne dans le sol riche du Massachusetts. Le soleil matinal faisait briller ses cheveux, si semblables à ceux de sa mère, mais avec une force qui n'appartenait qu'à elle. « Les racines ont besoin d'espace pour s'étendre, » dit Claire,
les mains douces mais assurées, tandis qu'elle tassait la terre autour du jeune arbre. C'est Madame Henderson qui m'a appris ça. Elle disait « Les arbres qui survivent aux hivers les plus rigoureux sont les plus résistants ». Mark sourit en entendant le nom de la mère adoptive de Claire. Au début, les relations entre eux trois étaient un peu bizarres. Deux familles qui apprenaient à partager une fille extraordinaire. Mais Linda Henderson avait surpris tout le monde par sa grâce et sa compréhension. Elle avait raison à ce sujet, dit Mark en tendant l'arrosoir à Claire. Les Henderson avaient été dévastés d'apprendre la vérité sur l'adoption de Claire, mais ils croyaient sincèrement que c'était légitime. Après des mois de thérapie familiale et de négociations juridiques, ils avaient trouvé un arrangement qui respectait l'amour de Claire pour ces deux familles. Elle passait ses journées avec Mark, découvrant ses origines biologiques et le père qui n'avait jamais cessé de la chercher. Elle passait ses week-ends avec les Henderson, entretenant les liens tissés au cours de 15 années d'amour et d'attention sincère. « Papa », dit Claire, un mot qui faisait encore chauffer le cœur de Mark chaque fois qu'elle l'utilisait. « J'ai été acceptée à l'université de Lyon en prépa droit. » Mark haussa les sourcils à l'instar de Diane. Quelqu'un doit s'assurer que cela n'arrive jamais à d'autres familles. Claire serra les mâchoires avec une détermination qui rappela à Mark son propre côté têtu. « Je veux me spécialiser dans le droit de la famille, les affaires d'enfants disparus, pour transformer tout ça en quelque chose de positif. » De l'intérieur de la maison, on entendit des rires. La réunion hebdomadaire des familles réunies était devenue une tradition. Parents et enfants naviguaient entre les émotions complexes liées à la reconstruction des relations interrompues par la gourmandise d'Élise. Jessica Chen sortit de la cuisine avec un plateau de sandwich. David racontait à tout le monde le tournoi de foot de son fils. Miguel avait marqué 3 buts et avait dédié le match à toutes les familles qui avaient retrouvé le chemin de leur foyer. Le processus de rétablissement n'avait pas été facile pour tout le monde. 2 des enfants volés avaient choisi de rester principalement avec leurs familles adoptives, en maintenant un contact limité avec leurs parents biologiques. 3 familles avaient dû faire face à des complexités juridiques lorsque les parents adoptifs avaient refusé de coopérer. Mais lentement, progressivement, 23 familles brisées apprenaient à guérir. Mark a appelé Tom Morrison depuis le porche, le bras toujours en écharpe à cause de la dernière tentative désespérée d'Élise. « Tu dois voir ça à la télé. » Un présentateur annonçait la création de la Fondation Lefebvre pour les enfants disparus, financée par les indemnités versées par le réseau d'adoption démantelé et par les biens saisis d'Élise. Mark avait insisté pour que la fondation porte son nom, non pas pour la reconnaissance, mais comme une promesse qu'aucun parent ne devrait endurer 15 ans de se demander si son enfant était en vie. La fondation a déjà aidé à localiser 12 enfants disparus dans 3 États, a rapporté le présentateur, et a fourni des services de conseil à plus de 200 familles touchées par des réseaux d'adoption illégales. Claire s'essuya les mains et se tint à côté de Mark, tous deux regardant les photos de familles réunies défilant sur l'écran. « C'est toi qui as fait ça, papa. C'est toi qui as commencé tout ça en refusant d'abandonner. C'est nous qui avons fait ça, » corrigea Mark en passant son bras autour de sa fille. « Nous tous les parents qui se sont levés et ont exigé la vérité. » Alors que l'après-midi laissait place au soir, les familles ont commencé à partir, retournant à des vies toujours compliquées, mais qui n'étaient plus fondées sur des mensonges. Claire a embrassé les Henderson pour leur dire au revoir. Il l'emmenait le lendemain à un cours de préparation à l'université, dans le cadre de la danse complexe de la garde partagée qu'ils avaient tous appris à maîtriser. Quand la maison fut calme, Mark se retrouva dans le jardin, regardant le jeune chêne que Claire avait planté. Dans la lumière déclinante, il semblait fragile et incroyablement petit. Mais Linda Henderson avait raison au sujet des arbres. Ceux qui survivent aux hivers les plus rigoureux deviennent les plus forts. Son téléphone vibra. Un SMS de Claire. « Merci de ne jamais avoir abandonné. À lundi. Je t'aime. Ta fille. » Mark sourit et rangea son téléphone dans sa poche, alors que les premières étoiles apparaissaient dans le ciel. 15 ans plus tôt, il avait enterré un cercueil vide et pleuré une fille qui n'était pas morte. Ce soir, il planifiait des visites d'université et regardait son enfant devenir une jeune femme remarquable qui passerait sa vie à faire en sorte que d'autres familles ne subissent jamais ce qu'ils avaient enduré. Élise Moreau leur avait volé 15 ans, mais elle n'avait pas pu tout voler. L'amour, avait appris Mark, était plus difficile à tuer qu'il ne l'avait imaginé. Dans le jardin, le jeune chêne se balançait doucement dans la brise du soir, ses racines s'enfonçant déjà profondément dans le sol, devenant assez fortes pour résister à toutes les tempêtes. Que penses-tu de cette histoire? Comment te sentirais-tu si ça t'arrivait? Si tu as écouté jusqu'ici, partage ton avis dans les commentaires et partage la vidéo avec tes proches pour que plus de gens puissent découvrir cette horrible vérité. Abonne-toi à la chaîne Spirituelles Histoires et n'oublie pas d'activer les notifications pour ne manquer aucune de nos histoires. Prends soin de toi.